Et vous écoutez précisément Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce jeudi matin est Yann Hamon. Il est co-secrétaire du groupe local Les Écologistes Baie de Saint-Brieuc. Il est avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Et puis meilleurs vœux, c'est encore pour quelques jours le temps des vœux. Il y en a beaucoup des vœux à faire en ce moment pour un monde qui bouge, une géopolitique qui bouge. Vous voyez où je veux en venir, je vais vous emmener direct aux États-Unis avec l'investiture de Donald Trump. On en parle beaucoup en ce moment et j'avais envie d'axer finalement la réflexion sur le côté écologique du programme, ou en tout cas des premières directives de Donald Trump, et ce premier coup de tonnerre, j'allais dire, à nouveau la sortie de l'accord de Paris. Alors bon, je vous remercie de ne pas m'emmener en Amérique en ce moment, c'est pas vraiment ma destination de voyage idéal. C'est ça, on va rester un petit peu à distance là pendant 4 ans, je pense. Il n'y a pas vraiment de coup de tonnerre dans le sens où il n'y a pas de surprise, c'est-à-dire que Donald Trump, on sait qu'il annonce n'importe quoi et que derrière il fait n'importe quoi. En l'occurrence, il a décidé de sortir les États-Unis de l'accord de Paris, donc c'est annoncé, c'est fait. Et puis, il y a cette idée de se lancer dans un modèle de production énergétique extrêmement intensif, de relancer la production du gaz, de soutenir l'économie américaine avec de l'énergie fossile. On va forer, a-t-il dit. C'est ça. On va en gros cramer la planète et puis les autres, débrouillez-vous. On voit ce que ça donne pourtant en Californie, les conséquences du réchauffement climatique. Les États-Unis sont un continent qui sont particulièrement exposés aux risques. Pour l'instant, les Américains font pas forcément toujours le lien. En tout cas, une partie d'entre eux va plutôt accuser. On a vu des choses hallucinantes sur le moment des incendies de Los Angeles, d'accusations des politiques pour la diversité ou je sais pas quoi, ou de protection des poissons qui auraient emmené un manque d'eau. Enfin, de toute façon, on est dans une forme de vérité parallèle, c'est-à-dire un mensonge, c'est comme ça qu'on devrait appeler ça, permanent de la part de Trump. Bon. Le risque, c'est l'effet de contagion. Pour l'instant, les États-Unis, c'est certes le deuxième émetteur, mais ça reste une économie qui fait 11% des émissions de CO2. Donc ça veut dire que si l'Europe, la Chine tient le choc pour l'instant et reste dans l'idée d'une réduction des émissions, continue à avancer sur l'accord de Paris, on peut limiter les dégâts liés à ce que fait Trump. Le risque, c'est l'ouverture de nouvelles réserves de fossiles importantes, alors que on n'en a pas besoin puisqu'on a déjà trop par rapport à ce qu'on doit consommer. Voilà, donc ça, c'est une vraie difficulté. L'Europe a un rôle à jouer là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de subir, il s'agit de se dire à un moment qu'il va falloir arrêter d'importer du gaz de schiste en provenance des États-Unis. Alors, il va falloir aussi arrêter d'importer du gaz en provenance de Russie, ce qui veut dire qu'il faut qu'on accélère notre transition énergétique. Alors, accélérer la transition énergétique, ça veut dire aussi les technologies. L'Europe en a les moyens. En tout cas, il y a une volonté, il y a des chercheurs, des gens qui travaillent aujourd'hui pour accélérer le mouvement technologique, qui ne fera pas tout, on est bien d'accord. Mais là aussi, il va falloir lutter contre les États-Unis, qui restent un allié, mais voilà, les temps étant ce qu'ils sont, il va falloir lutter aussi technologie contre technologie, et là, on part pas forcément gagnant. Alors, les États-Unis qui restent un allié, il va falloir quand même être de plus en plus conscient que c'est aussi un concurrent, heureusement pas vraiment un adversaire, mais considérer que c'est un allié, d'un point de vue économique, certainement pas, d'un point de vue du soutien à nos démocraties, encore moins. Quand on a un futur ministre de Donald Trump, Elon Musk pour pas le nommer, qui va soutenir l'AfD en Allemagne, il faut voir ce que c'est que l'AfD, on est au-delà de l'extrême droite française d'assez loin. On ne peut pas considérer qu'on soit avec des alliés de l'Europe là, dans ce cadre-là. On a plutôt des gens qui vont aider les ennemis de l'intérieur. Donc, attention à ça. Est-ce qu'on peut lutter, attention, sur toute la dimension transition énergétique, transition écologique? Il y a aussi des points forts en Europe qui nous permettent de faire avancer nos technologies. On a pris, il faut que les décisions politiques soient aussi cohérentes et qu'on ne fasse pas des allers-retours systématiques pour faire plaisir à ce qu'on imagine une frange de l'opinion qui serait de plus en plus grande. Ce qui est faux, attention. Les préoccupations environnementales restent très importantes pour une majorité d'Européens. Ce sont d'ailleurs, quand on regarde dans les enquêtes d'opinion, en fait, les sujets qui dominent, c'est le pouvoir d'achat et l'environnement et la santé. C'est pas du tout les questions sécuritaires, migratoires. Donc, attention.
On a les capacités de développer des technologies à condition qu'on ait, déjà on en a un certain nombre, à condition qu'on ait aussi donc une politique qui reste cohérente, qu'on tienne par exemple sur le Green Deal européen. Et puis, il n'y a pas que la technologie, il y a aussi les efforts de changement de mode de vie qui sont indispensables. Il y a des réflexions à mener sur l'aérien, sur la façon dont on envisage les transports. Donc tout ça, bon, les écologistes le font dans les municipalités, dans les intercommunalités que nous dirigeons. On voit que ça fonctionne hein, quand vous commencez à développer très nettement des pistes cyclables. Alors, l'exemple lyonnais ou parisien, évidemment, nous montre qu'on a une transformation des mobilités qui va assez vite. Et les gens ne reviendront pas en arrière là-dessus parce qu'ils sont très contents d'avoir une ville où il y a moins de bruit, une ville où on respire mieux, et puis par ailleurs on n'est pas pris dans des embouteillages sans arrêt. Donc on a aussi ce genre de choses qui vont nous permettre d'avancer. Bon, il faut qu'on travaille sur le train, enfin, sur l'agriculture, il y a tout un tas de secteurs. Attention, en France, on est en train de sacrifier les budgets de l'écologie, et ça va pas du tout dans le sens dans lequel on doit aller, justement pour rester indépendant et fort face aux États-Unis. Alors justement, on va en parler des budgets dans un instant, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, il faut bien le reconnaître. Un mot sur Elon Musk. Il y a eu cette polémique qui est toujours en cours, avec ce salut qui s'apparente à un salut nazi. Alors, est-ce qu'il a jeté son cœur ou est-ce qu'il a fait le salut nazi? Moi, j'ai pas tranché très personnellement. Ça fait ressurgir, alors que on commémore aujourd'hui le 80e alors anniversaire, triste anniversaire en tout cas de l'ouverture des camps nazis il y a 80 ans aujourd'hui. Est-ce que ça donne une dimension particulière? Est-ce que ça rappelle à l'histoire ce qui se passe aux États-Unis? Oh bah, c'est absolument effrayant. Moi, j'ai aucun doute sur ce qu'a essayé de faire Trump. Lui, Musk, ce geste-là, il n'est pas anodin, il vient pas par hasard, c'est pas une erreur, il faut pas qu'on soit naïf là-dessus, c'est une provocation. Il fait en sorte que ça reste suffisamment ambigu pour qu'on puisse pas lui coller l'étiquette nazie de manière certaine, et puis d'ailleurs que ça dissimule un certain nombre de faits réels très graves derrière, de tout ce qui a pu être dit, et puis de tous les décrets qui ont pu être signés. Voilà. Si on passe du temps beaucoup sur cette histoire de salut nazi, évidemment on n'est pas en train de parler d'autre chose. Je suis effaré, moi, par les réactions d'une partie des éditorialistes de la droite qui disent non, il n'y a absolument rien. Bon, si vous regardez les images et que vous comparez avec des néo-nazis en Allemagne, par exemple, vous constatez qu'ils vont la main sur le cœur et qu'ils font exactement ce geste-là. Et il l'a fait 2 fois. Enfin, moi, je veux bien que ça soit totalement par hasard, mais il faut absolument là qu'il a des gros problèmes de contrôle. Je sais pas, une sorte de syndrome de la Tourette qui l'amène à faire des saluts nazis. Il faut qu'on reste, qu'on se laisse pas embarquer trop longtemps dans ce genre de polémique et qu'on reste sur le fond. Sur le fond, il y a des choses très très graves qui se sont passées aux États-Unis tout de suite, des annonces sidérantes sur la remise en cause du droit du sol, qui est une aberration. Vous vous rendez compte, les États-Unis, pays d'immigration, s'il y en a bien un qui est constitué par tous les gens qui sont venus et qui ont construit la richesse de ce pays. Et c'est dans ce pays-là qu'on se dit, tiens, on va supprimer le droit du sol. Donald Trump le signe en disant d'ailleurs que probablement les tribunaux vont le défaire. On est dans le grand n'importe quoi. Il y a des États qui vont être des États, entre guillemets, refuges, qui ont décidé d'attaquer, d'ailleurs, à peine le décret promulgué, alors je ne sais pas, aux États-Unis c'est un peu particulier, mais ont décidé d'attaquer cette décision, justement, augurant du fait que les États-Unis, c'était le pays de la liberté, le pays d'entreprendre, le pays de s'y installer, la patrie où on peut s'installer et fonder quelque chose. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça qui se sont passées aux États-Unis. On voit une dérive qui arrive aussi un petit peu sur nos pays européens. Il y a une forme de fascination aussi de la part de certains dirigeants pour Donald Trump et ce qu'il fait aux États-Unis. Est-ce que là aussi, on est sur une pente un peu glissante, un peu dangereuse? Nous sommes sur une pente très glissante et l'élection de Trump la rend plus glissante à 2 titres. D'une part, parce que, vous l'avez dit, voilà, on voit que ça exerce, Trump, Musk, une sorte de fascination sur la droite. On a vu le ministre Kasbarian là, qui était très impatient d'essayer d'échanger avec Musk pour appliquer les mêmes méthodes pour sacrifier un maximum de fonctionnaires, parce qu'en gros c'est ça, supprimer des agences d'État. Bon. Voilà, on y reviendra sur ce qui a été fait, mais ce qui est envisagé par le gouvernement là, c'est assez effrayant. Les attaques sur l'OFB, sur l'ADEME, il va falloir qu'on en reparle. Donc il y a ça, cette fascination, et puis c'est le moment où, au contraire, face à des États-Unis qui vont être extrêmement agressifs d'un point de vue commercial, d'un point de vue militaire, on voit les risques sur le Groenland, sur le Panama, enfin, tout est possible à ce stade.
L'Europe doit faire bloc pour rappeler qu'on est 450 millions de consommateurs et qu'on est une économie immense aussi, hein, qu'on peut parler en face à face avec les États-Unis sans problème, à condition d'être unis. Alors voilà, Le problème est là, c'est-à-dire que, évidemment, Trump pousse et Musk poussent tous leurs alliés d'extrême droite pour que l'Europe soit désunie. Si on se retrouve avec l'Italie et on va tout faire pour s'en préserver, mais la France qui basculerait à l'extrême droite, à ce moment-là, l'Union européenne n'aura plus aucune structure pour résister à Trump et les États-Unis pourront écraser l'Europe d'un point de vue commercial. Voilà, ça serait une forme de perte d'indépendance pour les pays européens, la fameuse souveraineté européenne, voilà, qui serait mise à mal. Vous parliez justement je vais dire de cet exercice de vouloir ne plus avoir aujourd'hui trop de fonctionnaires, de tailler dans les dépenses. On va parler du budget, vous l'aurez compris. Ça va nous ramener aux États-Unis. Hein. Il y a un effet miroir, on pourrait le dire comme ça. Alors on n'en est pas encore là, fort heureusement ici en France, mais vous le disiez, vous m'avez un peu précédé sur la question. On voit aujourd'hui une volonté, par exemple, de supprimer des agences. Vous avez cité l'OFB, il y en a d'autres évidemment. Il y a 1000 agences en gros en France. Le Premier ministre souhaite créer une agence, ça ne s'invente pas, pour supprimer des agences. Voilà, vous me suivez. Donc, il y a sans doute des agences qui peut-être ne se justifient pas, qui pourraient être regroupées, etc. Mais vous avez cité l'ADEME, vous avez cité l'OFB, qui ont quand même un rôle essentiel aujourd'hui dans la défense de l'environnement, dans aussi tout ce qui est précarité énergétique, tout ce qui est économie d'énergie. Est-ce que ce serait un coup dur porté justement en tout cas à la protection de l'environnement et finalement à ce que défendent les écologistes? Alors complètement. Je vais commencer par les agences et puis je vais revenir sur l'OFB. L'idée qu'on puisse éventuellement supprimer à certains endroits un ou deux comités théodules si ça en existe, mais évidemment tout le monde est pour qu'il y ait une efficacité administrative, budgétaire. Il y a sûrement des efforts à faire sur l'administration dans certains services publics, de quelques agences effectivement par-ci par-là. Monsieur Bayrou était haut commissaire au plan. Je suis pas certain qu'on avait besoin d'avoir le haut commissariat au plan et France Stratégie. Voilà. Elle est dans le collimateur. Ça d'accord, mais ça c'est millions d'euros. C'est combien 1,9 million d'euros. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va compter en quelques millions. Hein, c'est pas comme ça qu'on va combler 60 milliards de déficit. Très très loin de là. Et après, il y a ce qui se passe au niveau de l'attaque sur l'ADEME et sur l'Office français de la biodiversité. Alors là, c'est absolument atterrant. Attaque de la droite, un peu fascinée par Trump et Musk, et puis qui veut flatter un électorat rural, imaginé, qui serait contre l'Office français de la biodiversité. L'Office français de la biodiversité, ils sont là pour protéger la biodiversité. Ils font effectivement des contrôles dans des fermes quand ils peuvent, parce que ce que devrait faire le gouvernement, c'est protéger les agents de l'OFB, dont les locaux à Brest ont été incendiés, qui sont parfois pris à partie par les syndicats agricoles, qui sont reçus parfois avec des fusils. C'est absolument scandaleux. Avoir des agents d'État qui ne sont pas protégés, mais qui sont au contraire pointés du doigt par la droite. Laurent Wauquiez a dit qu'en gros ça servait à rien, qu'on pouvait les éliminer d'un trait de plume. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, on va supprimer toute forme de contrôle sur les normes environnementales, on va supprimer toute forme de contrôle sur la production industrielle derrière, et on va se plaindre qu'on a de la pollution, on va se retrouver avec des factures publiques absolument délirantes pour dépolluer l'eau. Il faut arrêter avec ce fait de pointer du doigt des gens qui sont là pour nous protéger tous. Quand on protège l'environnement, on protège le vivant, on protège l'ensemble des citoyens, et au contraire les soutenir. Donc tout ça, c'est parfaitement scandaleux. L'ADEME. Alors l'ADEME, essentiellement, l'ADEME, c'est une agence donc qui travaille sur l'énergie et la transition écologique, dont le rôle principal, c'est d'aiguiller des subventions vers les régions, les départements, les communes. L'ADEME, elle est en ce moment attaquée. On est en train de couper un certain nombre de budgets. Ça veut dire que derrière, c'est des projets qui se feront pas dans les municipalités. C'est de l'investissement en moins sur les territoires. Ça veut dire qu'on va pas avoir des écoles qui seront rénovées. On va continuer à dépenser trop en gaz, en pétrole. Tiens, le gaz, on en parlait tout à l'heure. C'est pas quelque chose qu'on produit en France. On va perdre beaucoup de temps et on empêche d'avancer dans le secteur du logement et de la rénovation. Tout ça n'a pas vraiment de sens politique et il s'agirait de préserver, c'est d'ailleurs, on parlera peut-être un petit peu du budget, c'est d'ailleurs
pour ça que les écologistes ont décidé de voter la censure. Hein. On s'est retrouvé à regarder ce budget passer et à voir que les 7 milliards de coupes dans le budget de la transition écologique qu'avait fait Barnier, non seulement étaient confirmés, mais en plus maintenant on se rend compte avec le projet du Sénat qu'on en rajoute encore. Alors justement, il y a eu quelques minutes dans le discours de politique générale de François Bayrou. Alors, je crois que ça a été ramené à 1 minute, hein, à vérifier. 159 mots. 159 mots, voilà. Alors, voilà, sur l'écologie, hein. Sur l'écologie, ouais, voilà. Ouais. Alors, évidemment, ça a suscité débat et stupeur. Est-ce que, là aussi, si demain on vote, en tout cas la gauche, les écologistes, une motion de censure, on risque pas de se retrouver encore avec une grande instabilité politique et on dit souvent on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. Est-ce que ça peut être dommageable ou est-ce qu'il faut vraiment travailler sur cette mandature à, au contraire, essayer de faire en sorte que l'écologie, que l'environnement soit replacé un petit peu plus près des centres de préoccupation? C'est une grande question. On ne peut pas accuser la gauche de l'instabilité. Il faut quand même qu'on soit un tout petit peu sérieux. On se rappelle qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée tout seul, qu'on lui a rien demandé, et que depuis, il fait son Gaulois réfractaire, c'est-à-dire qu'il ne veut pas accepter les résultats des élections, qui ont placé comme première force le nouveau Front Populaire. On est désolé de le dire, mais c'est quand même ça. Et qui, en tout cas, ne dessine pas de majorité autour du socle commun, de majorité suffisante autour du socle commun qui serait constitué par les partisans du président, le centre et LR. Ça fait pas du tout une majorité, ça fait 215 députés. Donc ça veut dire que de toute façon, l'ouverture à gauche, elle est indispensable. Alors, ce qu'essaye de bricoler en ce moment François Bayrou, c'est de décrocher le Parti socialiste pour récupérer de la stabilité. Bon. Le Parti socialiste est clairement de gauche, a demandé un certain nombre d'avancées. Pour l'instant, on n'a pas voté la censure, mais ça ne veut pas du tout dire, et ils l'ont bien répété, qu'ils voteront le budget. La quête de stabilité, elle ne peut pas être uniquement sur nous si on ne fait aucun effort. En l'occurrence, en ce qui concerne les écologistes, on avait 2 demandes en préalable pour ne pas commencer à censurer et pouvoir commencer à discuter du budget. C'était 1, l'abrogation de la réforme des retraites. Qui est toujours, au moins la suspension. Qui est toujours en discussion finalement, mais il n'y aura pas d'abrogation. Oui, il faut qu'on fasse, il faut quand même que la gauche là soit sérieuse, unie et fasse très attention à ne pas être complètement enfumée dans un conclave qui aboutirait sur un désaccord au final du MEDEF, entre le MEDEF et les syndicats, parce qu'on sait qu'ils sont pas d'accord, et pas d'évolution sur la réforme des retraites, parce que là le sentiment des électeurs de gauche va être assez terrible, hein, si on devait valider ce gouvernement et ne pas obtenir au moins la suspension et à terme l'abrogation de la réforme actuelle des retraites. Bon, ça, je crois que la gauche et le NFP se consolident là-dessus. Et puis nous, spécifiquement, on a dit, mais attendez, on ne peut pas couper 7 milliards. Notre demande, elle était parfaitement raisonnable. Il ne s'agissait même pas de proposer des investissements vraiment supplémentaires sur l'écologie. Il s'agissait de conserver au moins ce qu'on avait jusque-là. Parce que là, on a eu 7 milliards de coupes sur, on en a parlé un petit peu, l'ADEME, le fonds vert, la rénovation des logements, les voitures électriques. Ça n'a aucun sens. Hein. Tout ça n'a absolument aucun sens. On demande aux constructeurs français de passer entièrement à l'électrique en 2035 et on coupe les aides pour les voitures électriques. Donc et puis derrière, on va se dire, oh, bah, tiens, le marché de l'électrique ne fonctionne pas aussi bien que prévu. C'est étonnant. Bon. Il faut qu'on ait une politique écologique cohérente et nous ne voterons pas ce budget au nom d'une stabilité supposée tant qu'on n'aura pas au moins ça. C'est une condition, je précise, nécessaire mais pas forcément suffisante. Il s'agira de voir l'ensemble du budget. On avait proposé des marges lors de la discussion budgétaire sur les recettes. On avait soulevé plein de possibilités de récupérer une partie des impôts sur les plus riches que Emmanuel Macron a supprimé et qui nous amène. En gros, 50% du déficit, c'est les crises successives Covid, énergie, et puis l'autre moitié, c'est les abaissements fiscaux, pour aller très vite. Il y avait moyen de récupérer ici et plutôt que de demander sans arrêt des efforts sur les services publics, de couper, là, on a le budget du sport, le budget de l'écologie, enfin, tout serait passé au rabot pour trouver 30 milliards. Je ne sais pas comment l'État va pouvoir trouver 30 milliards d'économies sur les budgets. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là, rapidement pour trouver 30 milliards d'économies? Ça va être vraiment quelque chose d'assez terrible, à mon avis. Avec une fracture qui va s'agrandir, on sait qu'il y a une fracture dans ce pays. Là, aujourd'hui, vous faisiez allusion au sport. Alors là, il y a eu un cas de figure intéressant, c'est-à-dire que le gouvernement veut raboter les subventions pour le sport. En règle générale,
mal la ligne budgétaire sport, mais le président de la République y est opposé. Voilà, donc ça va être intéressant de voir un peu l'évolution dans les quelques jours qui viennent. On voit aussi la culture qui est fortement impactée. Voilà, il y a beaucoup de pans de la société qui commencent on va dire à avoir une vue un petit peu de ce que pourrait être ce budget qui va être très contraignant pour tout un chacun, pour les associations et pour tous les corps intermédiaires et pour l'écologie évidemment. Justement, ce budget, pour vous, il est irréalisable, il faut le censurer à tout prix, ou il y a encore un petit espoir? Pour l'instant, on part d'assez loin avec le budget Barnier. Hein. Il faut être clair. Donc, la procédure qui a été choisie, donc le fait de reprendre le budget Barnier, de ne pas pouvoir retravailler sur les recettes, nous amène quand même dans une situation difficile si on veut aussi réduire les déficits. Si on veut réduire les déficits sans augmenter les recettes, et notamment les recettes sur les plus aisés, ça va être quand même extrêmement compliqué pour le moment. On va voir, le groupe écologiste déterminera à l'Assemblée, se déterminera évidemment sur le texte. Il faudra qu'il y ait des discussions au sein de la gauche pour voir ce qu'on fait, mais il ne s'agira pas de maintenir la stabilité pour la stabilité. On ne va pas accepter, par exemple, on voit que Bruno Retailleau, on parlait de la fascination pour Trump, en voilà un bon exemple, lance des pistes comme ça d'économies ridicules, qui ne sont pas de réelles économies sur l'aide médicale d'État. Si c'est ça, si c'est aller faire les poches des immigrés qui sont malades et au final faire plus de coûts pour l'État, puisque ça, tous les spécialistes de la santé reconnaissent que en fait on fera pas d'économie puisqu'on va laisser des situations s'aggraver, qu'on va récupérer les gens aux urgences et que ça coûtera plus cher. En plus on parle de quelques centaines de millions d'économies possibles sur un budget de plusieurs centaines de milliards sur la santé. Bon, on est sur quelque chose qui est dangereux, on s'amuse en fait, c'est les propositions totalement irréalistes et on est déconnecté du réel. Quand on est sur ce genre de logiciel d'extrême droite, on invente finalement des économies qui n'existent pas. Donc on lance des pistes. Bon, si on va dans cette direction-là, les écologistes très clairement censureront ce gouvernement. Alors avec des attentes, on a des attentes sociales, on en parle très souvent sur cette antenne, des attentes sociales des Français, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, qui ont un pouvoir d'achat en berne. Il y a aussi une prise de conscience, et là j'avais envie aussi de la regarder, cette prise de conscience, par le prisme de l'environnement. On a vu ces derniers temps ici en France quelques catastrophes climatiques qui nous sont arrivées. On pense aussi à nos voisins espagnols qui ont été très touchés avec de fortes inondations. On a le sentiment que malgré toutes ces vicissitudes, malgré une société fracturée, il y a une prise de conscience. Alors, pas seulement de la jeune génération, mais aussi de toutes les générations. C'est très intergénérationnel de ce qui se passe au niveau climat. Est-ce que c'est peut-être là aussi le moment pour les écologistes, j'allais dire, d'ouvrir une petite porte et de s'engouffrer dans la brèche pour encore plus parler d'écologie, ou en tout cas en faire parler autour de soi? Bon, de toute façon, nous, on est déterminés à continuer dans tous les cas à parler d'écologie et en faire une priorité, parce que c'est une priorité. Parce que, évidemment, si on regarde les faits de manière un peu objective et scientifique, ça devrait être le sujet avec le pouvoir d'achat et la justice sociale, mais ça devrait être les deux sujets qui sont liés, en fait. Il y a beaucoup moins de climato-sceptiques aujourd'hui en France. Non, ça, je suis pas certain que les chiffres vous donnent raison. Malheureusement, la désinformation et ce qui se passe autour de X, autour de la montée de l'extrême droite, les propos très légers de certains responsables politiques, pour pas dire pire. On l'a vu dans cette circonscription-là, on a eu des députés qui quand même avaient une légère tendance à dire on va continuer avec le fossile, tout va bien, on va arrêter les éoliennes, on va augmenter la production de viande, mais allez-y, il n'y a pas de souci, ça va pas passer dans l'accord de Paris, ça marche tout seul. Donc il faut qu'on soit absolument ferme sur le rappel des principes, sur la pédagogie, sur le rappel des travaux des scientifiques. Il faut qu'on soit ferme, on en parlait tout à l'heure, sur les questions de démocratie et le fait que diffuser des fausses informations, se baser uniquement sur des opinions infondées, ça peut pas être une parole politique, donc il faut qu'on contrecarre ça. Il faut aussi qu'on invite nos partenaires de gauche à se pencher sur l'écologie, parce qu'on a parlé du budget tout à l'heure, on aurait aimé aussi qu'à gauche, on n'est pas obligé d'être les seuls à défendre les budgets sur l'écologie. On va le faire,
il n'y a pas de souci, mais bon, accepter ce budget qui contiendrait 7 ou 8 milliards de coupes sur l'écologie, il ne faudra pas ensuite venir derrière les électeurs en ayant un programme, je ne sais pas, sur la révolution écologique, comme l'ont fait nos amis PS Place Publique la dernière fois. Il faut aussi qu'on soit cohérent à gauche et que tout le monde à gauche fasse l'effort de faire de l'écologie une priorité. Alors, on a l'impression que l'écologie, ça appartient à la gauche. Pardonnez-moi, je vais être un peu provoquant. Il y a aussi des gens à droite qui ont quand même cette notion d'écologie, de préservation de la planète. Et il faut les associer quelque part à ce combat. Oui, il y a une forme en tout cas... Le problème, c'est qu'à droite, il n'y a jamais de discours cohérent sur l'écologie. C'est-à-dire qu'on voudrait faire souvent de l'écologie à moindre frais, quoi. C'est-à-dire qu'on veut bien faire un effort, mais à condition de ne jamais impacter nos modes de vie, de ne jamais... c'est la grande question, est-ce qu'on peut concilier l'écologie et le capitalisme? Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais effectivement, si on fait aucun effort de modification de nos modes de consommation, si on n'a pas un projet qui implique plus de partage, on n'arrivera pas à tenir les objectifs écologiques, c'est évident. On ne peut pas compter sur la technologie seule. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Il nous reste 3 petites minutes. Vous avez fait allusion tout à l'heure au réseau et à l'information ou à la désinformation. Je ne trahirai pas de secret en disant vous avez quitté X, le réseau X, ex-Twitter, voilà, pour un ciel plus bleu, on va dire Blue Sky. C'est ça. Bon, je crois qu'Elon Musk s'en est remis. Voilà. Alors, il y a aujourd'hui justement beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnel politique, de médias qui quittent Twitter. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il faut rester un petit peu pour faire de la veille, pour faire de la résistance? Les deux positions se discutent, et d'ailleurs c'est partagé chez les écologistes. On a Marine Tondelier qui reste sur X en disant je mène le combat, c'est le combat contre l'extrême droite, je le mène aussi sur ce terrain-là, force à elle, mais il faut reconnaître que la plateforme est devenue extrêmement difficile. Et il y a la question non seulement du fait que des opinions d'extrême droite se manifestent, ça c'est tout à fait possible. Enfin, malheureusement, on peut l'accepter tant qu'on ne rentre pas dans le champ des insultes et dans le champ des propos discriminatoires, etc. Malheureusement, les propos discriminatoires ne sont pas sanctionnés, les insultes sont très peu sanctionnées, et la désinformation circule. Et en plus, en dehors de ça, il y a l'histoire de l'algorithme. C'est-à-dire que... malheureusement, on n'a pas le contrôle, on n'a pas la vision de ce que met en avant ce réseau. Et c'est vrai que moi, par exemple, je voyais très très régulièrement passer des publications d'Elon Musk qui tweet sans arrêt. Bon, il semblerait que quand on commence sur le site, on arrive à 60% quasiment de publications d'Elon Musk. Là, il faut quand même qu'on s'interroge sur le sens démocratique de tout cela, et que l'Europe... idéalement, l'idée c'est pas que nous quittions X, c'est que X nous quitte. Il faut qu'on se débarrasse de cet outil qui est manifestement au service d'une propagande de l'ultra-droite américaine. Avec le danger de se faire taxer de censeur finalement. Oui, mais c'est parce qu'on a... en fait, on n'a pas la même pratique de la liberté d'expression en France ou en Europe d'ailleurs par rapport aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, c'est le free speech total. On peut raconter n'importe quoi, on peut diffamer, on peut faire circuler de fausses informations, tenir des propos racistes. C'est pas comme ça qu'on a conçu la liberté d'expression en Europe. Ça veut pas dire qu'on est pour la censure, mais qu'on ait des propos qui soient dans le cadre de la loi et des propos qui soient aussi... Enfin, qu'on n'avance pas des faits qui sont totalement farfelus. Un tout dernier mot, il nous reste une poignée de secondes. On voit que la vie politique se crispe aujourd'hui, on voit aussi des agressions, beaucoup d'agressions. J'avais envie de vous faire réagir sur l'agression du local du PS, du Parti Socialiste, à Carhaix, dans le Finistère, avec des tags. Ça vous inquiète, ces attaques vers les partis politiques? Alors déjà, tout mon soutien aux camarades du Parti Socialiste du Finistère qui ont été agressés, dont le local a été détruit. C'est extrêmement inquiétant en effet. C'est pas la première fois que les locaux du Parti Socialiste sont ciblés en Bretagne. Ça doit nous alerter. Les désaccords en démocratie ne peuvent pas se régler par la violence. C'est à ça que ça sert la démocratie. C'est pour ça qu'on doit garder une société démocratique. Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Diane Hamon, co-secrétaire du groupe local Les Écologistes B de Saint-Brieuc. Il y aura encore beaucoup de choses à dire et vous reviendrez évidemment au micro de la matinale. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.